OK, donc la dernière fois, nous avons vu donc, comme il rappelait au départ, la notion d'asynchronicité et nous avons essayé de voir comment est-ce qu'on peut cela remettre en œuvre une requête, le XML HTTP request qui nous permettait de déclencher en fait des l'objet qui nous permettait de faire des requêtes asynchrones. Nous avons donc vu un peu comment ça se passe. Nous avons vu, comment est-ce que, on met en œuvre en fait le XML HTTP request. On a dit qu'on commençait par faire quoi? On commençait par créer d'abord notre objet HTTP request. Une fois que l'objet était créé, on devait faire le traitement. On pouvait faire en fait un traitement s'il y a des erreurs, potentielles. On devait préparer la requête et ensuite on pouvait cela donc envoyer la requête et éventuellement préparer la réception des données si c'était une question de get. Par exemple, avec le get, là, on a montré ici là comment on déclare notre objet, comment on pouvait envoyer la requête avec open et avec send, notamment open pour préparer et send pour envoyer la requête. Une fois la requête à envoyer, on peut évidemment faire un traitement sur les éventuelles réponses. Nous avons vu également les différents arguments que peut prendre en fait notre XML request, si vous vous rappelez très bien, au niveau du open. On avait parlé par exemple du type de méthode d'envoi, on avait parlé de get, de post, de post, de delete. On va parler de l'URL qu'on veut contacter lorsqu'on en fait une requête asynchrone. Donc, si on veut contacter, forcément, c'est une URL. Par exemple, si on veut récupérer la liste des utilisateurs, forcément, il y a une URL qui renvoie la liste des utilisateurs. Donc, il y a un code backend à l'intérieur qui nous renvoie une liste d'utilisateurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte donc l'URL en question. Là, c'était un exemple, par exemple. Et on avait dit ici là qu'on pouvait également préciser le type de communication. Ouais. Est-ce qu'on voulait faire une communication synchrone ou est-ce qu'on pouvait faire une communication asynchrone? Il y en avait pris trop pour dire qu'on veut faire une communication synchrone. Lorsqu'on met en œuvre en fait une requête asynchrone, on peut avoir les valeurs possibles du retour, avec notamment l'attribut ici là qu'on appelle, bon, avant de continuer ceci, je vais rappeler d'abord le type de retour en fait. Dans les valeurs possibles de on appelle c'est la propriété RUDI. On va pouvoir avoir les valeurs possibles de la requête, à quel niveau la requête se trouve en fait. Lorsqu'on lance une requête comme ça, on peut savoir à quel niveau la requête se trouve. Notamment ici, avec la propriété Rudy, Rudy State. Donc, elle peut prendre, je pense, elle peut prendre, je crois, 5, elle peut prendre 5 valeurs. Lorsqu'on utilise le Rudy State, elle peut prendre 5 valeurs. Notamment, on peut vouloir savoir, en fait, on peut vouloir savoir, est-ce que la requête a été, est-ce que la communication a déjà été ouverte? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'on est en train de faire le téléchargement déjà d'une ressource? Est-ce qu'on a déjà fait appel ou alors est-ce qu'on a déjà ouvert la communication? Est-ce qu'on a déjà créé, est-ce qu'on a déjà préparé en fait la communication, notamment avec l'initialisation ici? Pour ce faire, il y a plusieurs, valeurs possibles. Lorsqu'on va Lorsque nous allons interroger ces valeurs, ils vont nous renvoyer soit zéro, soit un, soit 2, soit 3, soit 4. Et chaque numéro que je vous liste là a un verbe en fait, un peu comme nous avons get, post, delete, put. Eux également, ils ont un verbe. Par exemple, pour la valeur zéro, ce sera on send pour dire que la requête n'a pas encore été envoyée. Donc, ici, lorsqu'on nous sommes à on send, ça veut tout simplement dire quoi? C'est que on a l'étape de la création client, mais on n'a pas encore fait appel à open. Donc, par exemple, ici, là, si on interroge directement ici avec le register ici, ça va nous dire tout simplement que c'est à zéro. Pourquoi? Parce qu'on a déjà créé le client HTTP request, mais on n'a pas encore fait un appel avec la propriété open. On n'a pas encore ouvert la communication. Donc, à cette étape-ci là, le register, la propriété register sera à zéro parce qu'on n'a pas encore fait une ouverture de requête. Donc, on aura par exemple là, si je veux peut-être mentionner pour les révisions, donc on peut avoir zéro. Et son verbe ici là sera quoi? Son verbe sera on send. C'est pour vous dire que la requête n'a pas encore été envoyée. Il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, il y a
C'est 0 à 4. À 4, ok. Donc à 0, nous sommes à on-scène pour dire quoi? Le client a été créé. Donc il y a donc instancié cela. Notre XML request, notre objet XML request a déjà été instancié. Lorsque nous sommes à 1, ça veut dire qu'on a déjà ouvert la requête. La requête a été ouverte, mais pas encore envoyée. Ça veut dire qu'on a déjà fait appel à open. Nous sommes à cette étape-ci. Ça correspond ici à un open. Lorsque nous passons à 2, c'est ici au niveau de la réception des headers. La dernière fois, vous vous rappelez très bien, on a fait je vous ai parlé des headers, des entêtes d'une requête. Donc, lorsque nous sommes ici à 2, on appelle comment on appelle ça? Le verbe ici, ce sera un headers receive. Donc ici, nous sommes à un header receive. C'est pour tout simplement dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà fait ici l'appel à scène. Où est-ce qu'on avait même fait cela? Je pense que si on n'avait pas transmis la requête, si on avait fait, on avait, si on avait fait appel à la définition des entêtes. Non, mais ici, là, lorsqu'on parle de header, désolé, ici, il y a A, header pour dire les entêtes. Et là, on dit que lorsqu'on utilise le verbe header, receive, c'est pour tout simplement dire qu'on a fait appel à scène. Donc ici, là, on a déjà la disponibilité, en fait, de tous les headers, de tous les entêtes qui ont été passés et le statut de la requête. Donc, à cette étape-ci, là, on peut déjà avoir le statut de la requête parce que chaque requête que nous envoyons a ce qu'on appelle un statut. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle le statut d'une requête? Le statut, est-ce que la requête a été exécutée? Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce que la requête est terminée? Nous allons voir ça plus tard. Parce qu'il y a les codes HTTP. On appelle ça les codes HTTP qui nous permettent de savoir est-ce que la requête a été exécutée? Est-ce que la requête est terminée? Et ainsi de suite. Nous allons voir ça plus tard. Les différents codes HTTP que vous devez maîtriser en fait lorsque vous faites du développement. C'est important. Ça vous permet de traiter les requêtes et savoir si une requête s'est bien exécutée ou pas. Donc après le header receive, nous avons ici là le loading. Donc, load, vous l'aurez déjà compris. Ça veut dire que lorsqu'on parle de loading, ça veut tout simplement dire qu'on sommes en phase de téléchargement. Et lorsqu'on envoie une requête, il y a ce qu'on appelle un response texte. Donc, à chaque fois qu'on envoie une requête de type GET, par exemple, pour recevoir les données, en retour, on a ce qu'on appelle le response texte. C'est ce response texte-là que nous allons manipuler dans le code de JavaScript. Et donc, le verbe loading, c'est là, lorsqu'on veut avoir la valeur du ready state. Si le ready state est à loading, ça veut dire que le téléchargement des ressources est déjà en cours. Et on peut donc exploiter ces ressources-là en utilisant ici là le response texte. Maintenant, nous avons à 4, nous avons le done. Vous l'aurez déjà compris, c'est la dernière valeur possible. Ça veut dire que l'opération est terminée. Donc, si l'objectif était cela, par exemple, de contacter une page pour recevoir le code HTML, donc pour l'afficher, par exemple, dans une page, à done, ça voudrait dire que la page on a bien trouvé l'URL, on a bien récupéré les données et la page a bien été affichée. Donc, le ready state ici sera à done. Ici, si le ready state est à done, ça veut dire qu'on aura un statut code. Donc, chaque requête HTTP qu'on envoie, puisque ce sont des requêtes HTTP, on a toujours un statut code qui va nous dire, qui va nous informer en fait de l'état de la requête. Et bon, vous devez au moins maîtriser cela. Hein. Il y a quelques statuts de code que c'est important pour vous de maîtriser. On va essayer de voir quelques-uns, quelques statuts pour essayer de voir, essayer de comprendre quoi. Donc, lorsque nous avons envoyé notre requête et que la requête est à done, que le statut de ready state, le statut de la requête est à done, donc on peut donc voir maintenant ce qu'on appelle le code HTTP pour voir est-ce que la requête est terminée
Est-ce que nous avons eu des erreurs lors de la transmission? Est-ce que et nous allons voir c'est là quelques requêtes, quelques codes qu'on peut avoir. Donc vous allez essayer de noter ça et ça peut vous servir. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on revienne dessus un peu. Donc on appelle ça les statue code HTTP. Bon, c'est vrai que les statuts code HTTP, c'est les trucs que vous devez un peu voir. Parce que le protocole HTTP, j'espère que j'avais déjà expliqué un peu ce que c'est que le protocole HTTP. Est-ce que vous vous rappelez du protocole HTTP? Le protocole HTTP, c'est le protocole de transfert de fichiers sur Internet. C'est grâce à lui on a un échange de données sur Internet. Par exemple, quand on fait les requêtes, par exemple, c'est pour faire les échanges en fait, de données. On fait requête get, c'est pour récupérer. On fait requête post. Donc, il a des verbes. On dit par exemple, le protocole HTTP, ces verbes sont quoi? Get pour la récupération, put pour peut-être l'update pour la modification, delete pour les suppressions. Est-ce que vous voyez? C'est un protocole tout entier qui permet de faire plusieurs choses. Un peu comme un réseau. Donc, c'est un protocole réseau. Vous voyez très bien. Mais lui, il est applicatif parce qu'on peut l'utiliser côté web pour faire la transmission des données. Et maintenant, lorsqu'on envoie une requête, lorsqu'on fait une requête get par exemple, ou bien lorsqu'on va faire une requête post pour sauvegarder les données en base de données, à chaque fois, il faut qu'on se rassure, est-ce que la requête s'est bien exécutée? Parce que si vous faites tout simplement une requête get, ou alors vous faites tout simplement une requête post pour sauvegarder les données, si vous ne regardez pas si les données se sont enregistrées, ben, ça sera pas bon. Parce il faut être sûr que l'utilisateur qui s'est inscrit, puisqu'on a affiché un message inscription réussie, il faut se rassurer que est-ce que les données de l'utilisateur ont été persistées en base de données? Ou bien est-ce que lorsque quelqu'un fait un retrait, par exemple, dans le guichet, est-ce que lorsqu'on a, si par exemple c'est dans un guichet, bon, je prends le guichet, c'est un logiciel. Si je prends un truc web, bon, c'est vrai que ça fonctionne aussi avec des API web. Est-ce que lorsqu'il va faire un retrait, est-ce qu'on a eu un update en base de données? Il faudrait très bien que les requêtes soient exécutées. Parce qu'on a toujours les requêtes get dans tous les cas. Parce que ça fonctionne côté web, donc forcément, il y a toujours un côté web. Il y a les API qui vont être contactés pour informer le serveur web et ainsi de suite. Donc, parmi les codes d'erreur qu'on peut avoir, chaque code, chaque statut d'une requête HTTP qu'on envoie a un code. Donc, premièrement, je vais essayer de mettre ça comme un tableau. Lorsqu'on a une requête HTTP qui a été envoyée, donc par exemple, là, on a créé notre requête ici, HTML request, on l'a envoyée. Lorsqu'on l'envoie, elle a un statut. Chaque statut a ce qu'on appelle son code. Après le code, nous avons le message. Le message. Dans le code, à chaque fois, il y en a un message. Et les codes les plus utilisés, nous avons d'abord le code 100. Alors, le code 100 lui permet de faire quoi? Son message ici, là, c'est tout simplement continue. Donc, lorsque vous allez envoyer une requête, par exemple, et que vous interrogez le statut de la requête avec statue, si vous avez un code 100, ça veut tout simplement dire que la requête n'a pas été envoyée. En fait, la requête est en cours d'envoi, mais en attente, en fait, de certaines informations. Donc, il y a une suite de la requête qui n'a pas encore été fournie. Donc, si par exemple, vous avez une requête, vous contactez à travers un verbe qui a besoin de plusieurs autres informations, si vous interrogez, on vous donne par exemple le code de 100, ça veut dire ça veut dire qu'il est en attente d'autres informations. Peut-être des informations qui concernent le header, ainsi de suite, en fonction de ce que vous avez défini côté back-end, sur votre code back-end côté serveur. Après le code 100, donc je vais vous donner juste quelques codes très utiles que nous utilisons. Nous avons le fameux 200. Le code 200, son message ici, c'est OK. Donc, parce que lorsqu'on va interroger en fait la réponse, le statut, ça va nous renvoyer soit continue, soit OK. Donc, c'est à travers ça en fait que nous allons interpréter le message. Lorsqu'il va vous envoyer code 200,
Donc, vous pouvez à chaque fois regarder le message ou alors regarder le code. Si le code est 200, ça veut dire que c'est OK. Ou bien si c'est le message envoyé, renvoyé par le statut est OK, ça veut dire que le code, c'est toujours 200. Et lorsque c'est OK, vous aurez déjà compris. Lorsque nous avons ici là un code 200 qui correspond au message OK, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que la requête a été traitée avec succès. Si c'était par exemple un get pour récupérer une page, ça veut dire que la page a été bien récupérée et affichée dans le navigateur. Si c'était une sauvegarde en base de données, si toute la requête côté serveur s'exécute complètement et que ça renvoie OK ou ça renvoie le code 200, ça voudrait tout simplement dire que les données ont bien été persistées dans votre base de données selon votre stratégie. À côté du 200, on a le code 301 qui a le message de mauve. Mauve. Donc ici, là, le code 301 correspond au message mauve qui veut dire tout simplement que les documents ont été déplacés de façon permanente. Donc ça sera quand on sera fait au traitement des fichiers. Donc, le plus souvent, j'ai juste raccourci mauve. Normalement, c'est mauve déplacé permanemment. Donc, lorsque vous avez interrogé une requête peut-être de sauvegarde et qu'on aurait des fichiers concernés, quand vous aurez, ou même les requêtes GET, vous avez 301, ça veut dire quoi? Tout simplement que vos documents ont été déplacés de façon permanente. À côté de lui, on a directement le suivant qui est le 302. Le 302, c'est found au niveau de la recherche. Lorsque vous allez avoir un code 202, lorsque vous allez interroger le statut, rappelez-vous très bien que nous parlons ici là du statut d'une requête asynchrone qui a été envoyée vers un serveur. Donc, lorsque vous allez voir un code 200 lors de l'interrogation du statut, ça voudrait tout simplement dire quoi? 200, ça veut ce que c'est. 301, déplacement permanent des documents. Maintenant, 302, c'est le suivant, donc ça sera plutôt un déplacement temporaire. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Donc, lorsque vous allez voir 302, ça veut dire qu'on a un déplacement temporaire. Contrairement à 301 qui fait un déplacement ici permanent. Bon, on va faire un exemple sur. On va faire un formulaire pour d'abord terminer le cours théorique. On va faire les formulaires, on va essayer de tester chaque code. Vous allez voir comment ça fonctionne. En fait, on va l'utiliser, donc c'est même pas précis parce qu'on a plusieurs TP à faire avant de passer à la suite. Notamment, surtout avec JavaScript, avec d'autres méthodes qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est la première méthode de faire. Vous dites, oui, non, oui, on va faire plusieurs TP, ne vous inquiétez pas. Avant de vous donner la suite des autres exercices, on va faire les TP. On va faire au moins 5 à... Parce que ça, c'est la partie la plus compliquée. Vous dites, exactement. C'est pour ça qu'il faut terminer. Dès qu'on va terminer cette partie-ci, bon, cette partie, je voulais faire plus cours magistral et après, on continue directement avec les TP. On va faire plusieurs TP. Comment on va créer. On va faire au minimum 5 TP. Donc, si je ne fais pas 5 TP, vous m'arrêtez. On va faire au minimum 5 TP concrets. Donc, 5 TP concrets d'applications concrètes. C'est ça qui va nous prendre plus de temps. Donc, on va faire peut-être 2 heures par TP. Ça peut nous prendre beaucoup de temps. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que c'est la partie JavaScript dynamique. Bien qu'on ait fait le cours théorique ou bien pratique, il faudrait maintenant voir comment l'utiliser côté JavaScript. Nous allons voir, par exemple, ouais. Ok, oui, ouais, en fait, l'objectif du TP, l'objectif des TP sera de vous montrer comment utiliser vraiment dans un projet concret. Nous allons commencer, par exemple, dans des trucs simples. Par exemple, créer un formulaire concret, pas les formulaires. On va faire un formulaire concret, créer une petite application, par exemple, de to-do list, créer une application. Par exemple, pour le Ajax, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer
de créer une petite application qui permet de répertorier, par exemple, les films dans une page à travers un serveur web qui existe en ligne, à travers une API. Voilà les exemples de projets de type que nous allons faire. Ça peut nous prendre environ 2 à 1 heure par TP, en fonction des questions que vous aurez à poser. Mais ça, c'est les cours théoriques qu'il faut d'abord connaître. C'est pour ça que moi, je concentre toujours une partie théorique, une partie pratique. Parce qu'il ne faut pas seulement aller faire la pratique pour copier-coller après. Il faudrait bien comprendre comment ça fonctionne pour être en mesure peut-être d'expliquer même à quelqu'un plus tard ou alors être en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Après la vague des 300, en fait, en ce qui concerne les statuts de code, vous pouvez aller chercher sur MDN. Il y en a plusieurs, mais nous, on va se concentrer uniquement sur ce que nous allons utiliser peut-être dans les travaux, ou bien ce qui est plus utilisé le plus souvent. Ça n'existe plus, il en existe beaucoup. Si on veut s'attarder dessus, on va faire peut-être même 5 heures de temps, ça ne va pas finir. S'il y a plusieurs, en fonction en fait, c'est en fonction du type de projet que vous faites, que vous gérez les erreurs, en fait. Donc, nous avons le 302 pour déplacement temporaire. Après, on a la suite des 400. Vous allez avoir le 401. Ça, c'est une erreur qui vient le plus souvent. Le 401, c'est Unauthorized Authentication. Ici, là, c'est quand il y a un problème d'authentification. Donc, son message ici, là, sera Unauthorized off. Donc, lorsqu'on va dire 401, lorsque vous allez interroger le statut de la requête, ça serait unauthorized. Dès que vous allez voir 401, ça veut tout simplement dire quoi? Vous n'avez pas les droits d'accéder à la ressource. Donc, par exemple, les ressources protégées. Par exemple, si vous devez être connecté avant d'atterrir sur une URL. Par exemple, les URL du type, par exemple, si par exemple dans un site web, il y a une URL de profil. Donc, si c'est par exemple fb.com/profil de quelqu'un, tout comme ça. /photo. Si vous voulez accéder par exemple à cette URL-ci, on va se rassurer. Est-ce que vous avez les droits d'accéder à l'URL-ci? Donc peut-être l'URL est peut-être paramétrée. Donc, si vous n'avez pas les droits, vous aurez ce statut code unauthorized. Donc, vous n'avez pas les droits d'accéder à la ressource. Vous devez d'abord être authentifié. Et lorsqu'on parle d'authentification en ce qui concerne l'envoi des requêtes vers un serveur, l'authentification ici là va se faire non plus avec un formulaire. Vous voyez très bien. Ça va se faire en utilisant quoi ici là, en utilisant ici, on appelle souvent des tokens. On va passer par exemple là les tokens dans le header. Lorsqu'on va définir les headers, on va définir les différents tokens. Au préalable, on va savoir comment est-ce qu'on va sauvegarder les différents tokens. C'est lorsqu'on va loguer quelqu'un, lorsqu'on va connecter quelqu'un dans l'application, il faudra trouver une stratégie si l'application fonctionne avec une API. Parce que si on contacte déjà à partir du serveur, il faudrait qu'il y ait des autorisations. On va définir certaines choses. Ça peut être une clé, on va définir et garder en session. Et à chaque fois, on va vérifier si c'est l'utilisateur qui vient. Est-ce que dans le header, on a l'élément en question? On va vérifier pour voir est-ce qu'il a le droit d'accéder à la ressource en question. S'il n'a pas le droit, d'office, vous aurez accès ici à un 400. On autorise. Et à côté du 401, on a le 403, qui est le forbidden. Ça, c'est le droit d'accès. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de ceci, du forbidden. Souvent, lorsque vous accédez à des ressources sur Internet, vous allez voir, certains fichiers sont protégés. Ça, c'est pour les fichiers. C'est pour tout simplement vous dire que vous n'avez pas les droits d'accès sur le fichier en question. Donc, si vous essayez d'accéder au fichier, parce que quand on crée souvent les sites web, on protège certaines données. Par exemple, les photos d'un utilisateur sur Facebook. Certaines données sont protégées. Certains fichiers, en fait. Par exemple, les sites web de formation en ligne. Vous allez voir que vous ne pouvez pas télécharger la vidéo sur certains sites. Pourquoi? Parce que c'est forbidden. Donc, on a défini de telle sorte que si vous tentez d'accéder au fichier en question, on va vous envoyer le code 403. Vous n'avez pas les droits pour accéder au fichier. Il y a des mécanismes pour permettre de faire ça, en fait. Donc, quand vous définissez une ressource sur votre site, vous pouvez décider que bon, personne ne peut accéder à la ressource depuis l'URL. Parce que vous allez voir souvent quand vous êtes dans le navigateur, vous pouvez ouvrir une image
à travers son URL. C'est parce qu'on n'a pas bloqué l'accès au fichier en question. Si l'accès au fichier depuis l'URL était bloqué, lorsque vous avez fait ça, vous allez voir directement dans le navigateur, vous allez voir 403 forbidden. Donc ça, c'est un truc qui s'affiche souvent dans le navigateur lorsque vous n'avez pas accès à un fichier. Vous n'avez pas les droits d'accéder à un fichier en fait. Après ça, nous avons le fameux 404. Vous dites quoi? Le message c'est not found. Lorsqu'on tente d'accéder à une ressource qui n'existe pas, on aura not found. Par exemple, ici là, par exemple, j'essaie d'ouvrir une requête get vers le localhost exemple 1.php. Qu'est-ce qui se passe? Il va donc aller sur mon serveur localhost, regarder que est-ce qu'on a bien le fichier exemple 1.php. Si ça n'existe pas, par exemple, il va renvoyer cela à un 404. Il dit que la ressource n'existe pas en fait. Donc la ressource n'a pas été trouvée. Donc ça, c'est des ressources inexistantes en fait. Lorsqu'on a une ressource inexistante, on voit 404. Par exemple, quand vous êtes en train de travailler sur le site, oui, vous dites, exactement, c'est parce que la ressource que vous cherchez n'existe pas, ou bien ça a été déplacé. Ils ont oublié peut-être de modifier l'URL. Même sur votre propre site, si vous définissez une URL que vous n'avez pas encore créée, donc par exemple, vous allez définir par exemple une page bloc et que vous n'avez pas encore créé le fichier bloc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que on va vous dire 404 que le fichier là n'existe pas encore, n'est pas disponible. Ça n'a pas été trouvé. Et le dernier que vous allez voir le plus souvent, c'est le code 500. Ça, c'est une erreur quand il y a une erreur sur le serveur. Dès que vous voyez erreur 500, ça veut dire qu'il y a une erreur interne sur le serveur. Donc, à chaque fois que vous allez interroger une requête et que vous voyez erreur 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté back-end, donc au niveau de votre back-end, il y a une erreur qui a été levée. Il y a une exception qui a été levée, il y a une erreur. Lorsque vous avez exécuté la requête, peut-être au niveau du code, lorsque vous traitez les données qui sont venues avec la requête, il y a eu une erreur. Donc, quand vous avez cette erreur là, il faut aller directement sur le serveur côté back-end, dans la page que vous êtes en train d'appeler, voir s'il n'y a pas une erreur quelque part dans le code. Ou bien si est-ce que le serveur n'a pas généré une erreur lors de l'ouverture d'une page en question. Donc, voilà les principales erreurs que vous pourrez avoir dans les principaux statuts de code HTTP qu'on peut avoir lorsqu'on fait la communication synchrone, asynchrone, ou que ce soit synchrone ou asynchrone. Lorsqu'on contacte en fait un serveur, voilà les différentes erreurs qu'on peut avoir. Donc ici là déjà il y a access to HTTP request. On me dit que l'accès ici là depuis l'origine nul a été bloqué par Corse. Le Corse ici c'est ce qu'on appelle c'est celui qui se charge en fait il appelle ça comment? En anglais c'est le cross origin resource. Ça permet de faire des contrôles en fait les accès. Donc il se charge de savoir qui initie la requête en fait. Ça c'est une erreur qu'on rencontre le plus souvent, mais le plus souvent il y a une extension qu'on utilise. Ça se fait pourquoi? Parce que je suis en local en fait, donc il ne reconnaît pas en fait ça comme étant un domaine. Bon, le plus souvent il y a une extension qu'on installe, course extension. Allo course access control à l'origine. Désolé, je vais un peu installer d'abord ça avant qu'on va confiner. Ok, pendant que ça installe, on peut revenir ici pour que vous puissiez voir au niveau du réseau. Alors, j'ai toujours un problème avec ce navigateur.
Oh là là, refuse d'installer. En fait, cette extension aussi en fait vous permet de pouvoir ici là lancer vos requêtes depuis votre serveur local. Puisque ici là j'ai un serveur local. Parce que j'ai fait l'exemple ici avec PHP, donc j'ai mon serveur local qui s'appelle Apache. C'est ma machine. Oh là là, il ne veut pas s'installer. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être peut-être c'est mon réseau qui empêche cela. Oh là là. C'est grâce à lui, il va nous permettre de résoudre cette erreur ici, en fait. L'erreur que vous avez vue ici là en console. Donc, au niveau de l'accès, puisqu'il n'est pas en train d'autoriser, en fait, celui-ci. Bon, en utilisant l'extension aussi, il va permettre d'accéder à ça. Bon, ce qu'il veut faire, c'est que je vais essayer quelque chose d'externe. Le c'est que nous sommes toujours en local. Donc, on va essayer d'actualiser. On va inspecter pour voir. On a toujours la même erreur. La même erreur, en fait. Parce que nous sommes sur un serveur local et on tente d'accéder à un serveur, à un autre serveur. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Et quelle heure? Bon, je vais passer par le header. Comme je vous ai dit la dernière fois, à partir du header, on peut définir certaines headers pour autoriser cela. Parce que par défaut, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, tous les navigateurs vont toujours bloquer les requêtes CORS. Comme je dit tantôt, le CORS, c'est tout simplement ce qu'on appelle le Cross Origin Resource Sharing. Et c'est pour des raisons de sécurité. Ils ne veulent pas qu'on parte contacter, en fait, un serveur sans certaines informations, en fait. Donc, c'est pour des raisons de sécurité que vous allez avoir tout ce type d'erreur. Pourquoi? Parce que notre domaine, ça, c'est un domaine origine. Donc, c'est un domaine, en fait, c'est un serveur local. Il faut comprendre. Nous sommes sur un serveur local. Et on est en train de tenter d'accéder à un serveur, peut-être, ça peut être un serveur distant. Mais l'origine, déjà, c'est le serveur local. Le problème ici, c'est déjà que nous sommes sur un serveur local pour essayer d'initier la requête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement. Bon, après, je vais. C'est mon réseau qui dérange, sinon ça devait marcher. Mais chez vous, si vous installez l'extension que je vous ai montré, Course, ça va fonctionner sans problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici définir un header au niveau de ma requête, en fait. Donc, je vais prendre ça. Je vais tout simplement après le open, après avoir ouvert la requête, je vais définir le header qui permet d'autoriser les requêtes avec pour origine mon serveur local. Donc, il fait tout simplement, comme on l'a dit tantôt, XML HTTP.7. Vous connaissez très bien cette request header. Je vais passer en paramètre les propriétés qui me permettent de définir cela. Donc, ici, je vais d'abord définir le type de données, le content type. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs types. Vous vous rappelez les types qu'on a vu les différents types. Mais je ne suis pas obligé de définir les types, mais ce que je peux faire, c'est tout simplement définir le contrôle d'accès. Donc pour la sécurité, je vais prendre tout simplement ici là, set request header. Ici là, je prends tout simplement access. Vous vous rappelez très bien, j'avais expliqué cela. Access, access, control. C'est ça, oui. Access control à l'origine. C'est pour autoriser l'origine. Access control à l'origine. Couple clé valeur. Le mec, donc, ça peut dire quoi? J'accepte. On va accepter tous les. On va autoriser en fait toutes les origines.
Bon, normalement, avec ça, si je n'ai pas fait une erreur d'orthographe, c'est censé fonctionner. Mais pourquoi il bloque encore? Access to HTML. Post policy. On va remettre notre localhost slash Ajax slash exemple .php. Je pensais que c'était ça. Je vais d'abord vérifier. Ok, ça fonctionne. On revient sur notre Ajax. Pourquoi il bloque toujours cross origin request? Ça, c'est pas correct là. Access control origin. On n'a pas fait d'erreur ici. MDN. Vous voyez, quand vous travaillez pour avoir des erreurs comme ça, ce que vous faites, c'est que vous essayez de checker directement en ligne pour ne pas avoir des problèmes. Je pense que c'est ça. Bien ça. Ah, ça me fait perdre du temps. Ok, bon. Je vais faire un dernier truc ici. Si tu fais une erreur. Bon, je vais essayer de définir un peu le type de contenu. Pour gagner en temps. Je viens directement rechercher. Bon, je vais prendre ici là. Content type égal à HTML. Ok, il m'en veut ici. Je vais juste dupliquer cette ligne. CTRL D. CTRL SHIFT D. Ok. Ici là, je vais plutôt prendre content type. Ici on définit avec bon, là, nous avons vu comment on envoie des requêtes. Maintenant, là, il faudrait que ça puisse partir. Bon, là, ça, c'est un problème au niveau de mon navigateur, en fait. Donc, ça, c'est une erreur au niveau de mon navigateur. C'est un peu au niveau du code. Il faut bien traiter. Si je vais mettre ça, si je utilise ici. Ok. On espère que cette fois-ci, j'ai défini le type de contenu. Ce sera le texte HTML qui a toutes les origines. Donc, du coup, on est sûr que ça va. Oh là là, même problème. On a toujours le même problème. Access to HTTP request at from origin has been blocked by cross policy. Cross origin request
are only support by for protocol shame HTTP. Ah, parce que là, il refuse, pourquoi? Oh là là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'installer depuis un autre réseau de Corse. Parce que quand vous voulez faire des requêtes sur votre serveur à partir du local, vous aurez toujours souvent ce type de problème-ci. Donc, chez vous, ce que vous allez faire, c'est que après ce coup, vous allez essayer de vérifier vous-même. Forcément, vous pourrez avoir ce type d'erreur. Maintenant, vous essayez de résoudre. Donc, ce que je vais faire, je vais tester dans notre navigateur pour qu'on puisse débloquer ça et passer. Je sais pas pourquoi avec celui-là, il y a problème. Ok, bon, vous voyez ici. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, la requête est bien partie. Bon, ça, c'est un problème avec. C'est avec Chrome. Chrome qui a un problème avec ma requête. Ouais, voilà, côté Ajax, il n'y a pas de problème. Donc, si on vit ici au niveau du réseau, on recherche. Bon, il me rassure que c'est bien ça. Ou là, ici. Bon, il me rassure que c'est parti. Console. Unlock. Bon. Donc, on a traversé cette ligne. D'accord, il n'y a pas de souci. Allô? Ok, bon, je vais essayer de réciter la commande ici, là, pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne au niveau du réseau. Donc, je tape au niveau de la console ça, c'est le navigateur Mozilla, en fait. Donc, côté Chrome, en fait, le problème qu'on a, c'est au niveau de la sécurité de Chrome. Il faut toujours installer peut-être l'extension Corse pour gérer ici, en fait, les problèmes de sécurité. Donc, ici, je vais refaire la même chose pour qu'on puisse voir un peu comment voir, parce que l'objectif était de voir l'état. Comment est-ce que la requête a été exécutée ou pas. Donc, ce que je fais, c'est que je peux le faire directement au niveau de la console. Je fais XML HTTP request.open. Je précise bien. Je fais tout simplement un get. Je précise l'URL de mon serveur qu'il veut contacter. HTTP 2.2 slash. Je suis bien sur le serveur local. 2. Non, pas 2 points. 2 points, c'est quand on veut définir le port. Ici, je ne veux pas définir le port. Je parle tout simplement sur le dossier de mon projet, c'est Ajax. Et le fichier, c'est exemple 1.php. Donc, ça, c'est le fichier qui est sur mon serveur. Je m'en vais faire là une requête asynchrone. Ok, c'est défini. Je dois envoyer ma requête.
Bon, c'est la même chose que nous avons fait de l'autre côté. Lorsqu'on envoie la requête, normalement, on est censé voir ici au niveau du réseau ce qui s'est passé. Ah, on a le même problème. Donc, vous voyez, quand vous faites une requête, en fait, au niveau du réseau, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je vous ai parlé des codes d'erreur. Est-ce que vous vous rappelez? Donc là, par exemple, l'état, quand vous cliquez dessus, ça va vous donner l'état. L'état est à quoi? On vous dit bien que j'ai essayé de contacter à travers Get. Je ne sais pas si on peut enregistrer ça, on peut agrandir ça. J'ai agrandi. Ok. Donc, j'essaie de contacter depuis Get ce fichier qui est sur mon serveur web. Donc, dans le dossier Ajax, il y a un fichier PHP que j'ai créé qui s'appelle exemple 1.php. On me dit bien que la requête a été bien exécutée. C'est pour ça que vous voyez, il met tout simplement OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Mais, donc, il y a plusieurs informations qui vous montrent là, donc c'est à vous de voir si vous avez besoin d'utiliser. Bon, maintenant, le même problème qu'il affiche ici là, bon, ici là, ce n'est pas un problème qui empêche la soumission. Ici là, il dit juste que bon, on a toujours un problème au niveau du transfert. En fait, c'est tout le problème de sécurité, en fait, puisque nous sommes sur une origine locale. La raison pour laquelle il va toujours mettre là, il va vous mettre ça, en fait. Bon, ce qu'il peut faire, c'est que je vais. Ah, j'ai effacé tout. J'ai refait. Ah, j'ai déjà envoyé la requête. Je vais le fermer. Donc, ça, c'est ce que je voulais, en fait, ça, c'est ce que je voulais vous montrer, en fait. Donc, à partir du navigateur, vous pouvez donc ici, là, essayer de voir, avoir les informations sur la requête qui a été lancée. En allant tout simplement au niveau du réseau. Bon, normalement, pour travailler, il va falloir que même vous, de votre côté, vous installez les stations COS. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Mais après, je vais me connecter sur un autre réseau pour pouvoir installer cela. Parce que là, quand on travaille en local, il faut toujours ça en fait. COS station Mozilla. Donc, il va falloir installer votre station COS, que ce soit au niveau de JavaScript, de Google Chrome ou bien celui-ci. Bon, ici, là, vous voyez, ceci après chez moi. Mais sur Chrome, il refuse de prendre, je ne sais pas pourquoi. Donc, si j'inspecte là, normalement, il doit pas me déranger. Ah bah, bon, bon, je ne vais plus ressaisir ça parce que ça va prendre du temps. Si on commençait par ici, après on prenait là, on ouvrait la requête, euh, on envoyait, on peut venir sur le réseau. Bon, ici, il me faut définir le header pour voir si ça passe. Mais ce qui est sûr, quand vous voyez là, vous voyez, la requête a bien été transmise. Le problème de sécurité là, c'est juste un message, on appelle ça le message warning. Donc, ça n'empêche pas l'exécution en fait de votre requête. Donc, au niveau de l'état, vous pouvez très bien voir que la requête a bien été effectuée. Le transfert, on vous dit que la page en question pèse combien? La requête est de 524 octets. Ouais, ouais, voilà, regardez, c'est au niveau du référent. Donc, ici, là, nous sommes à strict origin. Normalement, on doit être à allo all pour quitter de toutes les origines, en fait. Ici, là, l'origine est stricte. Regardez ce qui se passe également. Vous voyez que lorsqu'on envoie une requête, on a toutes les informations, en fait, sur le serveur. Regardez, par exemple, là. J'ai le serveur sur lequel la requête a été envoyée. On me dit quoi? La requête a été envoyée sur un serveur Apache et le site web en question que j'ai contacté utilise la version PHP en version 8.2. Donc, vous voyez, vous avez un tas d'informations en fait sur ce que vous envoyez en fait. C'est avec ça que les pirates, par exemple, peuvent hacker votre site. Donc, s'ils parviennent à envoyer une requête, c'est la raison pour laquelle le plus souvent, la sécurité que vous voyez, ça m'empêche de faire la requête du côté Chrome. C'est pourquoi? C'est pour empêcher que tout le monde, en fait, émette des requêtes sur votre serveur. Est-ce que vous comprenez?
Donc, on va empêcher que tout le monde puisse accéder à votre site depuis un code JavaScript. C'est la raison pour laquelle, le plus souvent, vous allez voir, bon, quand vous allez travailler avec les API de paiement, vous allez voir ça. Quand on travaille avec les API de paiement, le plus souvent, on définit tous les URL qui vont pouvoir contacter notre serveur de paiement. Donc, par exemple, le plus souvent, moi, quand je travaille avec les API de paiement locaux ici, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut intégrer ces API chez les clients, ce qu'on fait, c'est quoi? On se rassure que le client nous donne l'adresse IP de son site web pour éviter que quelqu'un qui n'est pas sur son site web puisse lancer la requête, peut-être pour lancer un paiement, pour faire un retrait, quelque que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a cette sécurité-là. Et on va veiller à ça. Donc, je pense ici, là, si on clique sur response, ouais, très bien, non? Donc, ici, là, je peux voir tout, tout ce qui concerne la requête. Quand je clique sur la requête qui a été envoyée, d'abord ma requête qui a été envoyée, je vous montre comment inspecter. C'est la même chose sur Chrome. Quand ma requête a été envoyée, on peut bien voir l'état. Vous voyez que l'état est à 200. Nous avons vu tout à l'heure les différents états qu'on peut avoir. On a dit quoi? À 200, qu'est-ce que ça veut dire? C'est OK. La requête a été bien envoyée, c'est terminé. Et donc, vous voyez très bien, c'est là qu'ils sont à OK. Si c'est OK, ça veut dire qu'on a obtenu une réponse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau de réponse, ici, là, toujours dans l'inspecteur, au niveau de réponse. On va très bien voir le résultat de la réponse. Quel est le résultat de la réponse? La réponse est en HTML. Et la réponse, c'est quoi? Ceci est une page PHP pour Ajax. Ça veut dire que ça m'a pris le contenu de la page et me renvoyé. Et si vous regardez cela très bien, vous allez voir que ma page en question retournait quoi? C'est la page sur mon serveur web. Ça retourne bien. Ceci est une page web en Ajax. Et si on regarde bien le code source, vous allez voir c'est la même chose. Au niveau du code source, on a un code PHP qui a tout simplement un paragraphe qui a écrit ceci est une page PHP pour Ajax. Donc, même si je renomme ça, il m'avait actualisé, ça sera la même chose. Donc, ça peut vous montrer que ça fonctionne très bien. J'ai envoyé une requête get. C'est donc aller récupérer la page en question et me retourner le résultat. Donc, je peux donc récupérer cette page ici-là plutôt côté JavaScript. Donc, vous voyez que mon code de JavaScript, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tout simplement la requête et il s'arrête. Il ne s'est pas chargé de récupérer ou faire quoi que ce soit avec. Donc, ce qu'il faut que moi, tu vois, l'erreur que j'avais, en fait, c'est dû au fait euh, que en fait, tous les sites web ne sont pas configurés pour accepter les requêtes Ajax. C'est parce que par défaut, c'est n'est pas autorisé. Donc, forcément, il faut toujours autoriser lorsque vous faites votre site. Alors maintenant, nous avons vu comment on peut envoyer une requête. Vous voyez, la requête est bien partie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut essayer d'écouter en fait la réponse du serveur avec un événement. Donc, il y a un événement qui permet d'écouter la réponse de notre serveur. Donc, et maintenant, lorsqu'on va écouter, on aura donc accès aux différents codes d'erreur. Est-ce que la requête est partie? Est-ce qu'on a en attente des informations? Est-ce qu'il y a une erreur sur le serveur? Est-ce que la page est introuvable? Voilà, différents types de valeurs qu'on pourra avoir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les requêtes Ajax, toutes les requêtes Ajax qu'on va effectuer, sauf exception, seront toujours des requêtes asynchrones. Donc, ils vont tous s'effectuer en tâche de fond, en arrière-plan. Ça veut dire, ça veut dire quoi tout simplement? J'ai expliqué ça à plusieurs reprises. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on va lancer notre programme, il ne va pas ici attendre la réponse du serveur pour exécuter en fait l'instruction qui suit le scène. Donc, s'il y a un code qui suit, regardez ce qui se passe. Lorsque je lance ça, lorsque je suis déjà ici, que je lance ça, puisque mon code est asynchrone, qu'est-ce qui se passe? Directement, la ligne va s'exécuter. Donc, si j'ai un code après cette instruction-ci, après l'instruction scène, directement, ça s'exécute en attendant que celui-ci soit terminé. Mais il ne va pas attendre que celui-ci soit terminé avant de passer à la suite. Contrairement ici là au synchrone. Au synchrone, qu'est-ce qui se passe? L'exécution est séquentielle. Si cette ligne-ci n'est pas terminée, cette ligne-ci ne va pas être exécutée. Or, avec le Ajax, quand il veut faire le scène, pendant que le scène sera en train de s'exécuter, directement la ligne 68 va continuer. Donc, il ne va pas attendre que la ligne 66 est terminée. Il lancer la requête, récupérer la réponse avant de pouvoir passer à la ligne 68. Non. Dès qu'il fait le scène, directement il passe à la ligne qui suit. Donc, dès qu'il exécute l'instruction, pendant que l'instruction est en train d'être exécutée, il sait déjà
C'est une requête asynchrone, donc directement, il passe à la ligne suivante pendant que celle-ci est encore en cours. Donc c'est ça Ajax en fait. C'est ce qu'ils veulent un peu attirer votre attention dessus. Donc maintenant, l'autre objectif maintenant, c'est de pouvoir traiter. C'est si important, pourquoi? Parce que le plus souvent, vous allez tout travailler avec les API. Vous aurez un front-end à part, vous aurez un back-end à part. Le front-end sera peut-être fait avec Angular ou bien tout simplement comme ça, mais vous aurez un back-end, plutôt une API. Parce que si vous voulez faire une application mobile, il faudra toujours faire une API. Parce que vous ne pouvez pas faire un back-end, après aller refaire l'API après. Non, vous allez faire tout simplement une seule application qui sera un API. Et directement, vous allez contacter l'API en fonction du web, bien en fonction si vous êtes sur le front-end, d'être avec Angular. Donc, comme je dit tantôt, si on veut traiter en fait la réponse du serveur, on va faire appel ici à l'événement onReady State Change. C'est un événement. On a parlé des événements dans la précédente partie, vous vous rappelez très bien. La gestion des événements, l'ajout d'un événement, déclenchement des événements. Maintenant, c'est un nouvel événement que nous allons voir. Et cet événement s'utilise lorsqu'on parle de Ajax. C'est l'événement onReady State Change. Donc, il faut que je commande pour vous. Donc, ici, on va faire l'ajout. Donc, nous allons faire ici la écoute de la réponse en fait du serveur. Donc, comment écouter la réponse du serveur? Et pour écouter la réponse du serveur, comme je dit tantôt, on va faire donc appel ici à notre événement onReady. Donc, grâce à l'événement onReady State Change, nous allons donc pouvoir écouter la réponse du serveur. Et lorsqu'on parle d'événement onReady State Change, on a plusieurs propriétés qui vont être utilisées, notamment la propriété ready state. Vous vous rappelez très bien, je vous ai introduit un peu la propriété ready state au départ. Donc, on va maintenant voir ceci là de manière pratique pour voir comment ça fonctionne. Donc, lorsqu'on a ici là l'événement onReady State Change, c'est un événement qui est généré, je rappelle bien, il est généré par le navigateur. À chaque fois, c'est là que l'état d'une requête en fait change. Donc, lorsqu'on lance la requête et que son état va changer, directement, on aura ici là l'événement ici là, onReady State Change qui va être généré par notre navigateur. Et donc, la propriété ici là, ready state, va donc spécifier cela, l'état de notre requête. Et comme je dis tout à l'heure, vous vous rappelez très bien, j'ai évoqué tout à l'heure, on aura d'abord la valeur 0 pour dire quoi? La requête est prise en compte, mais pas encore initiée. Nous avons parlé là de onSend pour dire que la requête a été prise en compte, mais n'a pas encore été initiée. N'a pas encore été initiée veut dire quoi? On n'a pas encore fait de open, on n'a pas encore ouvert la requête en question. Donc, la première valeur, c'est le 0, comme je mentionné tout à l'heure. Les différentes valeurs de ready state, de la propriété ready state que nous allons utiliser. Après, j'ai dit quoi? La propriété ready state aura encore la valeur 1. Pour dire quoi? Pour dire que la requête a déjà été envoyée. Donc, c'est open. Donc, dès qu'on envoie la requête, ça veut dire quoi? L'état de notre requête a changé. Donc, ça passe directement ici là à open. La requête est maintenant ouverte. La requête a été envoyée. Après, ça va passer à 3. Okay. Lorsqu'on passe à 2, c'est la définition des headers. Ça signifie cela que les headers ont été validés. Notamment, par exemple, avec le que vous avez vu que j'ai essayé de corriger tout à l'heure. Il faut bien définir en fait les headers pour qu'il n'y ait pas d'erreur en fait. Surtout au niveau de la sécurité. Dès qu'on va le faire, la requête va passer. La requête sera envoyée. Maintenant, à l'étape 3, c'est l'étape de loading. Donc, la requête sera en cours de traitement. Donc, il y aura un chargement, un téléchargement, et ainsi de suite. Donc, la requête sera en cours de traitement, c'est ce qu'on va dire tout simplement. Et après, lorsqu'on va passer à 4, ça veut dire que la requête a été terminée, la requête est terminée et la réponse est prête. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai eu le résultat de ma requête, le chargement de la page HTML. Il y avait le texte que vous avez vu à l'écran. Donc maintenant, à travers ça, on va donc pouvoir récupérer 2 propriétés principales. Il y aura la propriété status, on a fait ça tout à l'heure. Le statut de la requête, est-ce que c'est 200? Vous avez vu tout à l'heure, le statut était à 200.
Pourquoi c'était à 200? Tout simplement parce que la requête s'est bien exécutée au niveau de l'entête. Vous voyez? Ici, là, c'était à 200. Vous dites que l'état ou encore status, vous dites que la requête a été bien exécutée. Donc, on pourra de cela voir le statut de la requête et ce qu'on appelle le statut texte. On a deux choses également ici. Lorsqu'on parle de l'écoute de la réponse du serveur, on a le ready state change, qui est un événement qui est déclenché à chaque fois que l'état de la requête change. On a maintenant le ready. On a parlé de ça tout à l'heure. Ready state qui nous informe du statut. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc, la propriété statut, c'est la première propriété qu'on veut voir. Donc, c'est une propriété qui est liée, c'est là, à l'objet, notre objet de requête, notre objet XML HTTP request. Donc, statut est lié, c'est là, à notre objet XML HTTP request, qui est dans la requête qu'on veut lancer. Il va nous fournir plusieurs informations, parmi lesquelles j'ai déjà parlé de ça, l'état initial, l'état final de la requête. Est-ce que la requête est sous forme de texte ou pas? Est-ce que la requête est terminée? Ou alors l'URL non retournée? Est-ce que la requête est OK? Donc, par exemple, le 404 pour dire que ça ne va pas trouver l'URL en question, comme j'ai dit tantôt. OK avec le 200 pour dire que la requête est bien terminée. 404, comme j'ai dit tantôt. Et ainsi de suite, avec tous les codes que nous avons vus tout en haut. OK. Donc, grâce ici là, à ces différentes propriétés, statut, statut text, UG state, l'état là, notamment ici là, le statut, va nous permettre de faire quoi? De vérifier cela dans notre gestionnaire d'événements. Si notre requête que nous avons ici à envoyer s'est bien passée. Alors, si elle s'est bien passée, vous connaissez déjà que ce sera le code 200. Donc, le statut va nous permettre de savoir est-ce que la requête s'est bien passée ou non et pourquoi. Parce on peut très bien savoir pourquoi la requête ne s'est pas bien passée. Et le code qui nous sera utile dans le cas où la requête s'est bien passée, c'est bien le code 200. Vous dites OK. Comme tout à l'heure, vous avez vu dans l'exemple. Donc, si vous voulez avoir la liste des codes, vous allez tout simplement aller sur MDN. Vous tapez tout simplement HTTP code status. Vous tapez tout simplement MDN. Mettez peut-être FR. Ça va vous donner ici là, la liste des codes HTTP qui existent. Nous, on va tous se concentrer sur le code OK. On se base toujours sur lui avant de faire certaines autres choses. On a 5 principaux codes. La vague des 100, la vague des 200, la vague des 300, la vague des 400 et la vague des 500. Si vous regardez très bien ce que vous avez donné tout à l'heure, dans chaque vague, j'ai pris au moins un. La vague des 100, la vague des 200, la vague des 300, la vague des 400, la vague des 500. Donc, dans chaque vague, il y a au moins un code que vous allez toujours utiliser à chaque fois. Et il faudrait très bien cela comprendre quel est le rôle de chaque vague en fait. Donc, si on revient maintenant là, au statut, vous connaissez le statut. Si on revient maintenant au statut texte. Alors, la propriété statut texte ici là, on va l'utiliser pour faire quoi? Pour avoir tout simplement un texte plus parlant en fait sur l'erreur de code qui a été effectuée. Donc, quand il y aura une erreur en fait, la propriété statut texte va tout simplement renvoyer ici là un texte plus parlant. Au lieu de renvoyer le code tout simplement, on va plutôt renvoyer ici un texte plus parlant que notre code, par exemple notre forme. Par exemple, par défaut, ça peut renvoyer notre forme. Ça peut envoyer OK OK pour le 200, notre forme pour le 400, pour le 404. Mais vous voyez très bien que c'est moins utilisable en JavaScript pour effectuer les textes. Donc, du coup, nous, on va parfois essayer d'améliorer ce code de la côté backend avant d'envoyer le code en question.